Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La France compte 5,7 millions de fonctionnaires, des employés de mairie aux magistrats de la Cour des comptes, en passant par les préfets et les ambassadeurs. À leur échelle, tous ont un même rôle, assurer la continuité de l'État et des services publics. Éducation, justice, santé, sécurité ou diplomatie, les fonctionnaires sont partout et leur action dépend de l'orientation politique du gouvernement. À l'issue du second tour des élections législatives, le 7 juillet, l'extrême droite pourrait accéder au pouvoir en France pour la première fois depuis 1940. Le Rassemblement national et ses alliés ont déjà obtenu environ 33% des voix au premier tour des législatives, devant le Nouveau Front populaire à 28% et la majorité présidentielle à 20%. Certains fonctionnaires s'interrogent sur l'impact d'un tel changement historique sur leurs devoirs et leurs droits en cas de désaccord avec certains ordres ou orientations. De quelle marge de manœuvre disposent-ils dans leur action ? Dans cet épisode préparé par Sarah Mianzoni, Sur le fil a posé la question à Sylvie Maligorne et Tiffaine Le Libou, journalistes au service enquête de l'AFP, qui ont pu en parler avec de nombreux fonctionnaires, et à Johan Theuret, cofondateur du collectif Le Sens du service public. Sur le fil. La dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée par Emmanuel Macron au soir des élections européennes, a pris de court la France entière, jusque dans les administrations et les services de l'État. Depuis, la possible victoire d'un parti d'extrême droite aux élections législatives suscite l'appréhension chez certains, notamment parmi les plus hauts fonctionnaires, véritable rouage de l'État de droit. Sylvie et Tiffaine ont pu en parler avec plusieurs d'entre eux, quelques jours avant le premier tour. On a interrogé des préfets de département, des préfets de région, des hauts responsables de la police, de la gendarmerie, des magistrats, des ambassadeurs et puis des recteurs, tout le milieu de l'éducation nationale qui est le plus à même de s'émouvoir de ce genre de vote. Ce qui est ressorti de la plupart quand même des interviews qu'on a faites, c'est qu'ils étaient tous dans l'expectative d'attendre déjà quel serait exactement le résultat de ces élections et ensuite de voir comment les choses concrètement allaient se mettre en place une fois que le résultat des élections serait connu. Si cohabitation il y a et comment elle va se dérouler, quel impact ça va avoir sur les politiques, sur les ordres qui vont leur être demandés. En cas de cohabitation, un gouvernement issu du Rassemblement national pourrait d'abord jouer sur la nomination et la révocation des quelques 600 hauts fonctionnaires nommés en Conseil des ministres pour s'assurer de leur loyauté. Une dimension à nuancer pour Sylvie Maligorne. On n'a pas un spoil system comme aux États-Unis. Le spoil system, c'est tu changes tous les cadres, toute la fonction publique, toutes les administrations. N'importe quel parti va pas changer du jour au lendemain. Tous les fonctionnaires, c'est absolument impossible. C'est pas dans l'ADN français. Mais au-delà de la nomination des cadres, la politique du Rassemblement national influencerait toute la fonction publique. Écoutez le président du RN, Jordan Bardella, qui présentait son programme pour les législatives le 24 juin dernier. J'entends d'abord supprimer le droit du sol. Je lèverai les obstacles à l'expulsion des délinquants et criminels étrangers pour permettre leur éloignement systématique du territoire de la République française. Pour faire face au record d'insécurité franchi par ce gouvernement, j'instaurerai des peines minimales et des peines planchers qui permettront de casser la récidive. Je suspendrai les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes, car il n'est pas acceptable que la solidarité nationale soutienne des parents démissionnaires. Selon une enquête du politologue Luc Rouban, au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, 28% des fonctionnaires ont voté pour Emmanuel Macron, 23% pour Marine Le Pen et 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais tous les fonctionnaires de France ont un devoir d'obéissance et de loyauté envers l'État, quelle que soit leur orientation politique. Et d'ailleurs, pour nombre d'entre eux, c'est clair et net, le devoir prime sur les convictions personnelles. C'est ce que nous a dit l'un des préfets, qui avait des années de carrière derrière lui, et il nous a expliqué, moi, j'ai servi aussi bien sous des gouvernements de droite et de gauche, et ce que je pense, moi, en tant que citoyen, sur la couleur politique, en fait, elle ne doit pas se refléter dans mon action de préfet. Moi, je suis là pour appliquer une politique, et ensuite, je ne suis pas forcément d'accord avec elle, mais moi, je suis d'abord là pour l'appliquer. Mais le Rassemblement national, vous l'avez entendu, promet des chamboulements.
Sa mesure phare, la préférence nationale, vise à réserver certaines prestations aux seuls Français, comme l'accès aux allocations familiales. La mesure est jugée contraire à la Constitution par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui aura certainement des litiges à trancher. Mais selon Joan Theuret, il existe aussi de nombreux domaines où un changement de tendance politique peut s'appliquer sur le terrain et passer, comme il dit, sous les radars du Conseil constitutionnel. Joan Theuret fait partie du Sens du service public, un cercle de réflexion de hauts fonctionnaires consacré à la modernisation de l'administration et notamment soutenu par la CFDT. On a en effet écrit une note sur l'état de droit que peuvent faire les fonctionnaires, parce que ce qu'on ressent aujourd'hui dans la fonction publique, c'est une franche inquiétude vis-à-vis de l'arrivée potentielle de l'extrême droite au pouvoir, à la fois quant au contenu du programme de l'extrême droite, et puis aussi au devenir du fonction publique, des moyens qui sont des moyens financiers qui pourraient être accordés au service public. On peut dire que par des normes infra-législatives, c'est-à-dire par le pouvoir réglementaire, décret, mais aussi des mesures d'ordre interne au ministère, qui sont des circulaires, des notes de service, on pourrait retrouver une traduction concrète de ces préférences nationales dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans tout ce qui relève du secteur de la gestion de l'immigration, dans le secteur aussi de la sûreté, de la sécurité. Ce sont sans doute des secteurs qui sont très très exposés aux dangers de la préférence nationale. Mais les fonctionnaires gardent une marge de manœuvre. Le collectif a d'ailleurs préparé un document pour les guider. Ils peuvent ne pas exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. On est évidemment sur une appréciation d'abord par le fonctionnaire assez subjective, parce qu'il est soumis à un ordre de sa hiérarchie. On préconise, quand le fonctionnaire est face à un ordre et qu'il a un doute, c'est de demander une traduction écrite de cet ordre. Parce qu'un ordre oral peut être discuté, etc. Il peut être soumis à la mauvaise foi. Un ordre écrit, c'est beaucoup plus clair. Et une fois ensuite que l'ordre il est écrit, on invite le fonctionnaire à se renseigner, à questionner l'ordre auprès de sa hiérarchie et auprès de ses collègues. Ensuite, il a la possibilité aussi de saisir les organisations syndicales pour les alerter, pour avoir du conseil. Le fonctionnaire, il peut être aussi ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, c'est-à-dire c'est celui qui va divulguer des faits qui sont constitutifs d'une infraction. Donc voilà, donc le fonctionnaire, il dispose quand même de moyens d'action. Après, tout ça est quand même très compliqué et à relativiser parce que on est quand même soumis à un principe d'obéissance hiérarchique. Les plus fervents opposants d'une politique d'extrême droite pourraient toujours quitter la fonction publique, mais à l'heure actuelle, cette position n'est pas répandue. Du côté des hauts fonctionnaires, on tient surtout à relativiser. Écoutez ma collègue Tiffaine Le Libou. C'est sûr qu'il va y avoir des changements, mais ils ne s'attendent pas non plus forcément à une révolution, entre guillemets, du jour au lendemain, avec un fonctionnement de l'État qui changerait complètement, avec des politiques complètement délirantes qui leur seraient demandées du jour au lendemain. Ce qu'ils nous disent, c'est que eux, et notamment les préfets, ils sont là aussi pour assurer la continuité de l'État, assurer le fonctionnement de l'État. Ils sont soumis à la neutralité, donc eux, ils vont quand même essayer de continuer à assurer leur mission. Après, comme nous a dit l'un de ces préfets, il y a quand même des lignes rouges ou des lignes jaunes qui sont que si demain les règles et les fondements de l'état de droit sont plus respectés dans le pays, là ils se poseront évidemment la question de quitter en fait et d'arrêter de servir l'État. Sylvie Maligorne. Sur une cohabitation, ils disent que ça n'a rien à voir avec les années 40, comme a dit l'un d'eux. C'est pas un putsch politique, ce sont des élections démocratiques. Il y a une assemblée encore. Il n'y a pas les pleins pouvoirs à une seule personne. Ils ne sont pas dans le côté c'est cataclysmique. Ils espèrent, en tout cas ils pensent qu'ils vont pouvoir garantir les fondamentaux de la République et de la démocratie. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.